Je vais maintenant entamer la deuxième partie du cours d'ultrason, donc deuxième capsule correspondant tout simplement à la deuxième période du cours. Je vais donc de plus en plus considérer des notions euh, plus rapprochées, bien entendu, du domaine de l'inspection ultrasonore chez les matériaux métalliques, de manière à vous permettre d'avoir des bases suffisamment solides pour bien comprendre la technique. euh, il est nécessaire au départ de se rappeler certaines notions concernant la physique des ondes, le comportement des ondes qui se propagent dans un milieu, en l'occurrence la vitesse de propagation, la fréquence, l'amplitude, la longueur d'onde, certains phénomènes liés à la réflexion des ondes, à la réfraction des ondes. Donc, tous des notions que vous êtes censés avoir déjà vues dans vos cours, dans votre cours de physique de base que vous avez suivi l'an dernier, ou même dans certains cours du secondaire aussi où on aborde la physique des ondes. Donc, c'est extrêmement important de maîtriser des notions générales pour bien comprendre la façon dont certains paramètres dans l'ultrason vont jouer sur la qualité de l'inspection. Mais avant cela, je veux quand même continuer à présenter la méthode de manière plus générale, du moins la mettre en contexte. Et là, je vais me servir de certaines animations pour mieux vous illustrer la méthode telle qu'elle est appliquée dans le vrai monde industriel, en mettant en évidence certains contextes d'utilisation de l'ultrason, donc des contextes précis, pour vous donner une bonne idée finalement de la méthode et de son importance. Donc, avant toute chose, par contre, j'aimerais terminer sur le premier PowerPoint que j'avais entamé à la capsule précédente. Euh, Mettre en lumière des avantages liés à la méthode par ultrason, parce que chaque méthode a un essai non destructif. Si on compare par exemple l'ultrason avec la radiographie, leur essuyage, l'inspection visuelle, les courants de Foucault, la magnétoscopie, ben, les avantages ont leurs applications, ont leur champ d'application et ont surtout leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, si on s'intéresse particulièrement aux avantages liés à la méthode par inspection ultrasonore, c'est une méthode qui permet une très grande sensibilité. Donc, le mot sensibilité, je vais avoir l'occasion de le définir un mieux, du moins de manière plus exacte plus tard, dans une capsule qui va suivre probablement la troisième capsule qui va suivre celle-ci. Donc, définir correctement qu'est-ce que la sensibilité. Mais disons pour l'instant que la sensibilité, c'est d'un système de mesure, c'est sa capacité à détecter de petites choses. Donc, dans le cas de l'ultrason, l'ultrason permet de détecter de très petits défauts dans les pièces métalliques, à condition d'ajuster les paramètres en conséquence. Et on verra comment plus tard. Donc, très petits défauts détectables. On n'a qu'à penser à des petites fissures, par exemple, ou à des petites porosités. L'ultrason aussi possède ce qu'on appelle un pouvoir de pénétration élevé. Donc, on sait que, comme je l'ai dit à la capsule précédente, l'inspection ultrasonore sert surtout, pas uniquement, mais beaucoup, à être capable de détecter la présence de défauts internes, à l'intérieur, au cœur même des pièces fabriquées. Et dans le cas des pièces très massives, donc de forte épaisseur ou de forte dimension, ça peut même correspondre à plusieurs mètres de distance. Dans le cas des rails de chemin de fer, par exemple, ou comme on va voir tout à l'heure dans le cas des oléoducs. Donc, l'ultrason permet de détecter des défauts qui sont situés très loin de la position de la source d'émission sonore, en l'occurrence la sonde qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc un très grand pouvoir de pénétration. Ça permet donc de détecter des défauts qui sont dans tout le volume d'une pièce.
Une grande précision sur la nature des défauts, la taille, ainsi que la localisation des discontinuités. Discontinuité, défaut, pour l'instant, on va considérer que c'est la même chose, mais plus tard, je verrai de quelle façon qu'on distingue une discontinuité d'un défaut. Pour l'instant, considérons que c'est la même chose dont on parle. Donc, l'ultrason permet de distinguer certains types de défauts les uns par rapport aux autres. Par exemple, on est capable de distinguer une fissure d'une porosité. Et on est capable aussi d'en mesurer la taille. Donc, dans le cas d'une fissure, par exemple, on est capable de dire si une fissure a une longueur de 1 cm ou de 2 cm, ce qui est important parce que les fissures internes dans les matériaux ou les fissures débouchantes à la surface des pièces, leur dangerosité est beaucoup fonction de leur taille, de leur longueur. Plus une fissure est profonde ou plus une fissure elle est longue sur une surface, plus elle peut être susceptible d'être responsable ou d'amorcer une rupture finale sur une pièce. Donc, il est extrêmement important d'en mesurer la taille pour bien la juger et ainsi mieux porter les actions correctives en conséquence. Permet une inspection localisée, c'est-à-dire qu'on peut uniquement s'attarder sur l'inspection de zones précises sur une pièce si on veut. Donc, on n'a pas besoin d'inspecter au complet le volume d'une pièce. Si on suspecte la présence d'un défaut, d'une discontinuité à un endroit précis, on peut se contenter d'inspecter uniquement la zone qui nous intéresse. Par contre, la technique a des inconvénients. L'ultrason, l'interprétation devient plus difficile lorsque la géométrie des pièces devient complexe. On comprend, je vais l'expliquer un peu mieux pourquoi plus tard. Donc, c'est plus facile d'inspecter une pièce avec une pièce de géométrie très simple, comme par exemple un cube, un rectangle, mais à mesure que les pièces, au niveau de leur forme, sont plus complexes, en même temps aussi lorsqu'on a plusieurs formes, plusieurs surfaces arrondies, c'est pas que c'est impossible, mais la technique devient plus difficile et les signaux dans l'appareil deviennent plus difficiles à interpréter. L'ultrason ne peut pas être utilisé pour certains types de matériaux. Et là, on parle de matériaux hétérogènes. Donc, l'ultrason ne s'applique que pour des matériaux homogènes, comme les métaux. Les métaux, ce sont des matériaux homogènes. Un exemple de matériel hétérogène pour lesquels il est pratiquement impossible d'utiliser l'ultrason pour détecter des défauts internes, ce serait des bétons. Donc les bétons ou même certains matériaux composites qui sont construits de plusieurs matériaux très différents. Donc, un béton, c'est le cas. Un béton est un mélange d'agrégats, de roches et de ciment et de d'autres produits, des liants, ce qui fait qu'on a une présence hétérogène de plusieurs matériaux différents. Lorsqu'on fait voyager du son à l'intérieur de ce genre de matériaux-là, il y a un phénomène qui s'appelle de la diffraction. Donc, le son va se perdre dans le matériel, va prendre toutes sortes de directions. Et ça va nous empêcher de détecter des défauts internes dans la pièce. J'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu plus en détail le phénomène plus tard. La qualité de l'inspection dépend beaucoup des compétences de l'humain ou de l'opérateur, si on veut. Donc, l'ultrason demande beaucoup de travail au niveau de la calibration, de l'étalonnage, du choix des paramètres, ainsi que de la manipulation de la sonde. Euh, Si on compare à la radiographie, par exemple, la radiographie est un peu moins dépendante des compétences de l'opérateur. Tandis qu'en ultrason, c'est un travail, souvent, là, les techniques en ultrason demandent un travail manuel, demande une observation visuelle de la part de l'opérateur, demande une interprétation des signaux vus sur l'appareil en fonction des discontinuités. Donc, ça prend des compétences. Donc, ça, c'est lié. Les compétences sont acquises, bien entendu. Elles sont liées directement
à la qualité de la formation reçue par les inspecteurs ainsi que le nombre d'heures et le nombre d'heures de formation et le nombre d'heures d'expérience que les inspecteurs reçoivent. Donc, ça peut être jugé comme un désavantage parce que la qualité de l'inspection va dépendre, elle est sujette à l'erreur humaine davantage que d'autres techniques. Et vous avez, comme je l'ai spécifié la capsule précédente, on va travailler selon deux normes. On va appliquer deux normes dans le cours, donc la W59 ainsi que la SME qui s'applique pour les appareils sous pression seulement, tandis que la W59 s'applique pour les assemblages soudés de construction. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, afin de vous donner une meilleure idée de la technique, je vais vous présenter quelques petites animations que je vais commenter en même temps, bien entendu. Je ne vous ferai pas passer un film, je vais couper le son sur les films, puis je vais euh, tout simplement euh, en profiter pour vous montrer un petit peu une technique, une illustration de la technique. Donc, vous voyez ici un inspecteur qui est en train d'inspecter une conduite. Ça peut être une conduite de gaz, ça peut être une conduite de vapeur ou d'eau dans un aqueduc ou dans un système de pompage, peu importe. L'opérateur, voyez qu'il sur la main droite, il tient un objet qui est en l'occurrence la sonde. Donc pour faire de l'ultrason, il faut faire rentrer du son dans le matériel, donc il faut créer du son. Donc le son au départ, il est créé par une énergie qui est une énergie électrique. Donc les appareils ultrasons, on peut les brancher sur une prise électrique et on va utiliser de l'électricité pour générer en bout de ligne des ondes sonores. Donc l'opérateur tient de la main gauche deux fils électriques. Il n'est pas obligé d'en avoir deux, comme vous par exemple, lorsque vous allez faire vos laboratoires, vous allez travailler seulement avec un fil. Je vous expliquerai plus tard la raison pour laquelle dans certains systèmes, il peut y avoir deux fils, comme il est le cas ici sur l'animation. Mais vous voyez que l'opérateur a déposé l'objet, en l'occurrence la sonde, directement en contact sur la pièce inspectée. Et ainsi, il y a du son qui peut se propager à l'intérieur de la pièce. Donc là, si je fais... Et là, vous voyez que l'inspecteur déplace la sonde sur l'objet et il est à la recherche de défauts. Donc, lorsque la sonde est déposée sur l'objet, la sonde émet des ondes qui voyagent dans le matériel. Et voyez que ce que vous observez ici, ce qui est important d'observer, je vais faire une pause sur l'image. Donc, vous voyez qu'il y a des barres là, qui viennent d'apparaître, qui représentent des ondes sonores. Et ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que ce ne sont pas des ondes continues qui sont créées en ultrasons, en inspection ultrasonore. Ce sont des morceaux d'ondes. Donc, autrement dit, imaginez-vous que vous êtes dans votre bain et que vous créez des vagues en faisant osciller votre doigt à la surface de l'eau. Si vous ne faites qu'osciller votre doigt une fois de gauche à droite, ben vous allez créer un morceau d'onde. Aussitôt que votre doigt n'oscille plus, il ne crée plus d'onde. Par contre, si votre doigt, vous le faites osciller dans l'eau continuellement, ben, vous allez avoir des vagues qui vont des vagues à l'infini qui vont se suivre. Donc ici, la sonde, ce qu'elle fait, elle agit comme le doigt dans l'eau. Donc il y a une composante, ce qu'on appelle le cristal, qui est directement déposé sur la pièce. Le cristal, lui, ce qu'il va faire, il va bouger, comme votre doigt dans l'eau. Il va recevoir une impulsion électrique qui va le faire vibrer, qui va le faire bouger. Et puis, ça va pousser les atomes, les particules à la surface. Et il va y avoir une poussée qui va se faire et il va y avoir un onde qui va être généré. Ça, j'aurai l'occasion de vous le décrire un peu plus là, en détail avec une animation qui va être mieux adaptée pour vous faire comprendre ce phénomène de poussée-là qui est créé d'atome en atome dans l'objet. Donc, vous voyez l'onde qui est représentée ici, un morceau d'onde, et
le tuyau que l'inspecteur inspecte, mais lui, il est délimité, il y a une surface à l'intérieur et le son voyage dans le matériel et il va aller rebondir sur la surface opposée à l'intérieur du tuyau et revenir vers le palpeur. Donc il y a un retour du son que vous voyez ici. Et le palpeur, lui, ce qu'il fait, on s'aperçoit qu'il joue deux rôles. Il émet le son, donc il fait rentrer des ondes ultrasonores dans le matériel, mais il reçoit aussi du son. Donc le même son qui a voyagé, qui a fait un aller-retour en réfléchissant sur la surface opposée, va revenir au palpeur et le palpeur va être capable de capter ce son-là et de le retransformer et de le renvoyer à l'appareil. Donc le système sait que le son revient. Et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est ce qui va nous permettre, d'une part, c'est ce qui permet au système de détecter qu'il y a une surface opposée, mais c'est aussi ce qui va permettre, bien entendu, de détecter la présence de discontinuité ou de défaut dans le parcours du son. Parce que le son va être capable, autant que le son va rebondir sur la surface opposée, il va être capable aussi de rebondir sur des défauts. Donc, ici, vous avez un inspecteur qui, cette fois-ci, est en train d'inspecter une plaque soudée par recouvrement. Il déplace sa sonde, puis il va chercher des défauts. Tu sais, ici, c'est pas une soudure par recouvrement, je m'excuse. C'est une soudure, une plaque épaisse qui a été soudée bout à bout. Mais ici, soit dit en passant, l'opérateur a ce qu'on appelle un palpeur droit, dans lequel le son rentre vraiment à 90 degrés par rapport à la surface de la pièce. Et cette fois-ci, il n'est pas en train d'inspecter le cordon de soudure en soi, il est en train probablement de détecter des défauts dans la plaque de base, tels que des laminations, comme j'avais expliqué à la procédure, à la capsule précédente. Et là, ce que vous voyez ici, c'est ce que voit l'opérateur sur son appareil. Et là, c'est la première fois que vous avez l'occasion de voir ce qu'on voit sur un appareil à ultrasons au niveau de l'écran. Donc, vous voyez la présence d'échos. Donc, des pics qui apparaissent ici. Les pics que vous voyez là représentent le retour du son sur la sonde. Donc, le son revient sur la sonde, va générer un morceau de signal électrique qui va retourner à l'appareil. Et ce morceau de signal électrique-là va construire, va dessiner un écho sur l'écran de l'appareil. Donc, le grand écho que vous voyez ici, là, à une position donnée sur l'écran. L'écran, il y a un axe horizontal et il y a aussi un axe vertical. Et l'axe horizontal, ça représente la distance parcourue ou le temps que ça a pris entre l'émission du son dans le matériau et le retour du son vers le palpeur. Et à une position précise, sur l'axe des X ou sur l'axe des horizontales, vous voyez, l'écho est à une position chiffrée comme étant la position 4 sur l'appareil, là, que vous êtes en mesure de voir. Ben, selon la position horizontale de l'écho, on en déduit directement la distance qui sépare le palpeur ou la surface de la pièce du réflecteur, donc ce qui a fait rebondir le son et donner l'écho en question. Donc, dans ce cas-ci, l'écho, il représente quoi? Ben, il représente tout simplement la surface, parce que vous voyez ici que la pièce a une certaine épaisseur. Donc, le son, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans le matériel. On voit que la pièce a environ peut-être un pouce et quart d'épaisseur. Et là, il rentre, puis il va rebondir sur la surface opposée, puis il revient. Et là, ça a pris un certain temps. L'appareil connaît le temps que ça a pris entre l'émission du son de l'onde et son retour. Et il positionne l'écho fonction du temps ou de l'épaisseur ou de la distance parcourue dans l'aller-retour. Donc, on en déduit directement, on peut être capable de dire que cet écho-là est à une certaine distance très précise de la surface. Et vous avez un deuxième écho qui est un peu plus loin à droite, situé à peu près sur le chiffre 8. Mais pourquoi vous avez un écho ici? Parce que le son est assez puissant pour faire deux allers-retours. Donc, non seulement il va y aller une première fois, mais le son, il va
il va réfléchir sur la surface, faire vibrer le cristal, retourner une deuxième fois, comme si on tirait une balle de tennis à suffisamment fort sur le plancher dans une pièce, qu'elle rebondisse au plafond, qu'elle revienne au sol et qu'elle rebondisse une deuxième fois au plafond. Donc, le système va, à chaque fois que le son revient au cristal, il va générer un écho à chaque fois. Donc, c'est pour ça que vous avez la présence d'un deuxième écho ici. Donc, donc là, vous êtes en mesure d'un peu mieux comprendre. Ça vous donne une meilleure idée des implications ou de l'effet du parcours d'une onde ultrasonore dans un matériel. Ici, vous avez remarqué qu'en ultrason, donc je reviens là sur l'image. Donc, quand on fait de l'ultrason, il est obligatoire de déposer sur la surface, sur la pièce à inspecter, à l'endroit où la sonde va être, aux endroits où la sonde va être déposée, ce qu'on appelle un produit, donc presque liquide, avec une certaine viscosité, qui s'appelle un couplant. Donc, c'est une espèce de glycérine qu'on dépose sur la pièce comme ça, et c'est obligatoire parce que c'est ce qui va permettre au son de rentrer dans la pièce. Donc, j'y reviendrai plus tard sur le couplant, sur, le, sur d'autres caractéristiques propres au couplant, mais sachez que vous allez devoir aussi le faire, bien entendu. Si on ne dépose pas de couplant sur la pièce, il est impossible de faire voyager le son dans le matériel et donc de réaliser une inspection. Voilà. Donc ici, on a un appareil à ultrasons, une certaine technologie qui ressemble un peu à ce que vous allez utiliser. Ici, on a un système automatisé dans lequel l'appareil va cumuler des zones d'inspection pour donner une vision en 3D ou en deux dimensions sur l'état de la pièce ou de la soudure. Donc, ça vous donne une idée du contexte de réalisation. Ici, ce que vous avez, c'est aussi, vous allez utiliser un montage semblable. Là, je vous le remonte, je mets une pause là-dessus. Donc, ici, vous avez un système ou un montage qui est conçu et qui est fait pour inspecter des cordons de soudure. Donc, pour inspecter des cordons de soudure, comme ici, il est obligatoire que le son puisse rentrer dans le matériel avec un certain angle. Donc, vous voyez là, pour, euh, pour être capable de faire en sorte que le son puisse rentrer dans un angle donné dans la pièce, le palpeur en question, il est monté sur ce qu'on appelle un sabot. Donc, un sabot généralement en polymère, plus particulièrement en plexiglas. Donc, vous voyez que le son voyage au départ dans le sabot. Le sabot, il permet au son donc de rentrer à un certain angle. Et lorsque le son rentre dans le matériel, le son va se diriger vers le cordon de soudure. Vous voyez, là, le palpeur est orienté vers le cordon de soudure. C'est ce qui va permettre la détection de la plupart des défauts à proximité du cordon. On parle par exemple des fissures à froid ou à l'intérieur du cordon, donc les manques de fusion, les fissures à chaud, les porosités. Donc, il n'est pas possible, ou généralement, d'inspecter des cordons de soudure avec un palpeur droit. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Parce que le cordon de soudure, ben, il est arrondi. Donc, pour que le son puisse rentrer dans un, euh, euh, pour qu'un son puisse rentrer sur une surface plane, ça prend un palpeur droit. Mais sur une surface arrondie, comme ça, sur la surépaisseur d'un cordon de soudure, tel que vous le voyez, si on déposait un palpeur droit sur la surépaisseur de la soudure, qui n'est pas plane, ben, la surface plane du cristal n'épouserait pas ne toucherait pas à la surface et le son ne pourrait pas rentrer dans le matériel. Et l'autre raison aussi, c'est que selon l'orientation des défauts, ben, les fissures qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles à la propagation du son, ne permettraient pas non plus la réflexion sur les défauts. Donc, la seule solution possible
pour l'inspection des cordons de soudure est d'y aller avec ce qu'on appelle un palpeur d'angle. Donc un palpeur monté sur un sabot. Donc ça, vous allez le faire dans la deuxième activité de laboratoire, à peu près tel quel. Donc, OK. Là, je reviens. On peut détecter des défauts, des fissures. On peut aussi mesurer de la corrosion, des inclusions, des décollements, comme ça ici. Un des principaux contextes d'utilisation de la méthode par ultrason, vous savez que on utilise encore, bien entendu, on fait circuler du pétrole à partir des lieux d'extraction pour les acheminer vers les lieux de consommation ou les raffineries. Le pétrole est de plus en plus transporté par oléoduc. Contrairement à la croyance populaire, les oléoducs sont de loin la méthode la plus sécuritaire pour transporter du pétrole. Si on compare par exemple aux voies maritimes, donc les pétroliers qui sont beaucoup plus susceptibles euh, d'être, pour lesquels c'est plus susceptible, en tout cas les chances sont beaucoup plus grandes de voir des accidents de déversement de pétrole avec des pétroliers. Avec les éléoducs, c'est beaucoup plus sécuritaire. Pourquoi? Parce que à cause du choix des aciers utilisés pour faire les tuyaux, qui sont de très grande qualité, mais aussi parce que euh, on, on a l'inspection par ultrason qui nous permet de faire une inspection à intervalles réguliers sur l'état de la tuyauterie, en regard surtout de la corrosion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en enterrant des tuyaux tels quels, ben, on expose un peu la tuyauterie, l'acier à de la corrosion, parce qu'il y a de l'humidité dans le sol. Donc, il y a des conditions qui peuvent amener l'acier à se corroder. Ce qu'on fait pour empêcher ça, ben, il y a le choix de l'acier, bien entendu. On utilise l'acier avec une certaine résistance à la corrosion. On a des méthodes de protection électrique aussi pour empêcher l'acier de se corroder. Mais on a aussi surtout l'opportunité d'inspecter l'état des oléoducs par l'ultrason, ce qui est extrêmement efficace. Donc là, on voit dans l'animation un peu comment on procède. Oui, il y a des soudures aussi. Là, je verrai un petit peu plus tard, là, on va inspecter des soudures dans des turbines. Donc, ça peut être des turbines hydroélectriques ou des turbines de centrales thermiques. Donc, on a l'opportunité de vérifier l'état des turbines. On va aussi, bien entendu, être capable, par ultrason, de vérifier l'état des ailettes dans un moteur d'avion. Donc, on voit un soudeur qui soude, donc l'ultrason qui permet d'inspecter l'état de la soudure. Et là, si on revient au cas des oléoducs ou des tuyaux, on a aussi les poutres. Là, on ne parle pas du béton ici, mais on parle probablement des poutres à l'acier qui sont en dessous de l'étagement, parce que le béton ne s'inspecte pas. Donc, on peut aller inspecter les structures en acier en dessous, comme ça. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, dans le cas des oléoducs, la manière dont on procède un petit peu plus exactement pour leur inspection. Donc, on va monter un système comme ça avec plusieurs sondes. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est un système qui va faire tout le tour du diamètre de la tuyauterie, donc de l'oléoduc, avec plusieurs sondes qui sont en cercle comme ça. Donc, les pièces jaunes et grises que vous voyez, ce sont les sondes qui sont déposées sur toute la circonférence du tuyau. Et là, ce qui va arriver, c'est que le son va voyager à un angle très prononcé sur toute l'épaisseur, à une très très grande distance. Et là, on va générer telles quelles des ondes ultrasonores qui peuvent revenir, et ces ondes-là vont revenir s'il y a un obstacle. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a l'onde, il y a une partie de l'onde qui revient parce qu'il y a un tuyau qui est rattaché là, vertical sur l'oléoduc. Mais s'il y a des fissures
ou de la corrosion en surface, vous allez avoir une partie de l'onde ultrasonore, ça va faire un obstacle et le son va rebondir sur les fissures ou sur des traces de corrosion. Donc, vous le voyez ici concrètement en vrai, un inspecteur qui installe le système, qui va lui permettre de, de vérifier l'état du tuyau sur une très grande distance, c'est sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, le système ne se déplace pas, on n'a qu'à le déposer à un endroit précis, et c'est le son qui va voyager. Donc, s'il y a de la dégradation à l'intérieur, donc c'est bien entendu l'état à l'intérieur des tuyaux, on ne peut pas le voir. Donc, par exemple, parce qu'il y a un certain niveau de corrosion de l'intérieur dû à la nature de ce qui est transporté, comme du pétrole, par exemple. Mais s'il y a une détérioration imprévue ou avancée, on va être en mesure de le détecter par ultrason et d'apporter les correctifs. Donc, vous voyez, vous savez, les accidents d'oléoduc sont extrêmement rares. Quand ça arrive, vous en entendez parler dans les médias. C'est un peu comme les avions. C'est extrêmement rare qu'il y a des accidents d'avion, contrairement aux voitures. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident de voiture que d'avoir un accident d'avion parce que les avions sont beaucoup plus sécuritaires. Mais justement, parce que les avions sont extrêmement sécuritaires, la fréquence d'accidents d'avion est très faible. Et quand ça arrive, ben, ça devient une nouvelle importante parce que c'est rare. C'est un peu la même chose avec les oléoducs. On a la perception que c'est dangereux parce que c'est très rare qu'il y a des fuites avec des oléoducs et quand ça arrive, ben, vous pouvez être certain que les médias vont en parler. Mais vous remarquez que c'est pas toutes les semaines que vous voyez une nouvelle d'un oléoduc qui a, qui a eu pour lequel il y a eu une défaillance puis qu'il y a eu un déversement de pétrole. Et les déversements, lorsque ça arrive, c'est assez limité parce que les systèmes en oléoduc sont à intervalles très réguliers. Il y a des valves. Donc, aussitôt qu'on sent une perte de pression due à un déversement, les valves, la fuite est isolée par la fermeture en aval et en avant de la valve, là où il y a lieu le déversement. Donc, et si on compare avec le transport pétrolier maritime, bien, c'est beaucoup plus risqué parce que les coques de bateaux sont soumis à des contrôles moins fréquents que pour les oléoducs. Et lorsqu'il y a un accident, les dommages sont beaucoup plus grands parce que du pétrole qui se déverse dans un océan, ben, ça crée plus de conséquences au niveau environnemental qu'une petite quantité de pétrole qui est déversée sur un terrain en particulier. Et on est capable, après ça, et on est mieux capable de décontaminer un sol, là où a lieu un déversement, ça reste confiné à l'endroit où le déversement a eu lieu, contrairement à un accident maritime pour lequel l'étendue des dommages va être beaucoup plus grand et beaucoup moins bien contrôlée. Donc, vous voyez ici, là, justement, des systèmes. Ça, je suis pas sûr que ce soit des oléoducs, là. Je suis pas sûr que ça transporte du pétrole, peut-être, là. Mais on a toute la liste là, des types de conduites qui peuvent être inspectés aisément en ultrasons et pour lesquels on assure la qualité de manière très périodique. Donc c'est très contrôlé, c'est très sérieux, ça répond aux normes environnementales. Donc il n'y a pas trop de crainte à avoir avec les oléoducs quand on sait dans quel contexte c'est utilisé. Si vous avez une petite sonde, un autre contexte d'utilisation d'ultrasons, où on a une pièce mécanique à engrenage, ici. Et là, on cherche la présence d'irrégularités dans des zones très précises. Donc, tantôt, je disais que l'ultrason a comme avantage d'être capable de s'attarder à des zones très précises, là où ça nous intéresse. Vous en avez un bel exemple ici. Voilà. Bien entendu, le domaine de l'aéronautique. Donc ici, là, je reviens un peu en arrière. Vous avez un moteur d'avion ou des moteurs d'avion qui sont inspectés par ultrasons.
Donc, pour prévenir, bien entendu, des défaillances et remplacer les pièces qui ont besoin d'être remplacées. Donc, ça, c'est fait couramment. Chaque avion qui sont dans le ciel sont soumises à intervalles réguliers à des inspections sur les pièces critiques. Donc, ici, vous avez encore probablement une pièce précise sur un fuselage d'avion. Ça a l'air d'être un avion de chasse. Voilà. Bon. Fait que là, ça résume pas mal ici. Correct. Je vais fermer mon animation. Ça je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Donc, je pense que ça va clore. Non, je vais continuer encore. 35 minutes. Donc, je vais tout simplement aborder le chapitre numéro 2. Donc, là, vous avez une meilleure idée de ce que c'est l'ultrason. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éclaircir certains points au niveau théorique. Et comme je l'ai dit au début de mon intervention, euh, ce qui est nécessaire de faire, c'est de se rappeler des bases importantes concernant le comportement ondulatoire. Donc, ici, ce que vous avez, là, c'est une représentation du système ultrasonore. Donc, ce qui est représenté en schéma très très simple ici, c'est le système d'inspection, donc l'appareil à ultrasons, qui va interagir avec la pièce inspectée à droite. Et il va y avoir une interaction, c'est-à-dire que le système d'inspection va générer une onde ultrasonore qui va voyager dans le matériel et éventuellement l'onde ou des ondes ultrasonores vont revenir au système d'inspection. Et le système d'inspection va se servir de cette énergie-là pour faire une représentation ou ce qu'on appelle plus particulièrement une indication à travers, par exemple, un écho sur un écran. Et ça va permettre à l'humain, à l'opérateur, de comprendre ce qu'il y a dans la pièce. Donc, qu'est-ce qui a fait rebondir le son? Ça va lui permettre d'en déduire, par exemple, tout dépendant de la position de l'écho sur l'appareil ou de sa hauteur, de déduire que cet écho-là, si la pièce elle est saine, ne devrait pas être là. Donc forcément, l'inspecteur va être capable de euh, comprendre qu'un écho sur l'appareil correspond à une discontinuité qui, selon certaines normes ou selon certains critères précis en vertu d'une norme, va être jugé comme pas acceptable. Donc, ce qu'on va appeler là, à partir de là, un défaut, et donc amener des correctifs, comme ça peut être le rejet d'une pièce ou une réparation. Mais, d'abord et avant tout, revenons à la base et rappelons-nous qu'est-ce que le son. Donc, le son, c'est la vibration d'un matériel ou d'un. Ça peut être un matériel, là, je vais de façon très générale, ça peut être un matériel solide, liquide ou gazeux. Donc, c'est un milieu de propagation constitué de matière, d'atomes, de molécules. Euh, la vibration, d'abord, produite par une énergie. Donc, le son ou une onde sonore, ben, c'est une énergie. C'est une énergie qui se propage dans un milieu de propagation. Mais cette énergie-là a une source. Donc, dans le cas de la machine ultrason, ben, on pourrait dire que c'est l'électricité provenant de la prise électrique à laquelle l'appareil il est branché. Et on transforme cette énergie électrique-là en énergie mécanique qui va se propager sous forme d'onde dans un matériel. Voilà. Lorsqu'une force est appliquée à une particule, donc un atome, ou des atomes qui sont liés entre eux, ben, la particule va osciller autour d'une position fixe et transmettre son énergie à la particule adjacente. Donc là, bon, là, cette phrase-là demande d'être mieux illustrée. Là, ce que je vais faire au départ, c'est de vous rappeler quelque chose de très important au niveau des métaux, au niveau des solides, du moins.
C'est que vous avez appris dans votre cours de sciences des matériaux, là, ce que je vous montre ici sur l'animation l'illustre très très bien. Donc, vous avez ici des atomes, donc les cercles gris représentent des atomes qui font partie d'un réseau cristallin constituant une pièce métallique. Vous avez appris que les atomes dans un métal, il y a une cohésion entre eux de par ce qu'on appelle la liaison métallique. Ils occupent des positions très précises. Ils sont empilés d'une manière très précise, qu'on appelle le réseau cristallin, qui est une architecture que les atomes vont adopter entre eux. Donc, c'est pas un empilement de sphères au hasard ou chaotique, hein, c'est plutôt un empilement ordonné. Donc, vous avez appris, par exemple, le réseau cubique centré, le réseau cubique à face centrée. Il existe aussi l'hexagonal compact. Il y en a d'autres aussi. Ça, c'est les trois principaux que vous connaissez à venir jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce que je représente ici. Vous voyez que les atomes sont tous de distance égale entre eux, dans un ordre bien précis. Vous remarquez que les atomes, ils sont liés entre eux. Ils sont attachés, entre guillemets, entre eux. Et là, ben, vous avez appris le modèle des ressorts. Donc, il n'y a pas réellement des ressorts qui attachent les atomes, mais c'est un modèle qu'on se fait dans notre tête pour mieux comprendre le comportement des atomes entre eux, pour expliquer du moins leur cohésion. Ça explique le comportement, une partie du comportement mécanique des métaux. Ça permet de décrire, entre autres, tel que je vais le faire dans l'animation, la déformation élastique. Lorsqu'on soumet une force à une pièce métallique, au départ, il y a un allongement du matériel, ce qu'on appelle un allongement élastique qui est non permanent. Donc, les atomes s'éloignent les uns des autres dans la direction de la force appliquée, comme si les atomes étaient attachés par des ressorts. Mais si on relâche la force, hein, cette déformation-là va n'exister et elle va être proportionnelle à l'amplitude de la force. Donc, plus la force est élevée, plus les atomes s'éloignent, plus leur distance augmente. Et si je relâche la force, ben, les atomes vont reprendre leur position initiale. Donc ça, c'est le comportement élastique. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans mon cours, c'est pas un cours qui concerne les propriétés mécaniques, hein, puis c'est pas. Mais euh, les ressorts, ben, ils peuvent aussi permettre, non seulement, ils ne servent pas uniquement à attacher les atomes entre eux, mais ils permettent une certaine liberté des atomes au niveau de leur position. Donc, autrement dit, les atomes ne sont pas forcément toujours à la même position fixée. On peut, si on donne une impulsion, faire en sorte que les atomes se déplacent au niveau de leur position d'équilibre. Donc là, je ne suis pas capable d'être animation. Je ne sais pas si c'est pas avec cette animation-là que je vais être capable de le faire, de vous le représenter. Mais ici, ce qui est utile de comprendre, c'est qu'étant donné que les atomes sont attachés entre eux comme avec des ressorts, ben, il est facile d'imaginer qu'un atome, si je prends un atome au bout, là, à droite, là, puis que je le pousse un peu, ou je le tire un petit peu, puis que je le lâche, ben, étant donné que c'est des ressorts, ben, il va y avoir une oscillation qui va se faire par l'atome auquel j'ai soumis l'impulsion. Et l'atome, en oscillant, ben, il va pousser son voisin, qui lui va se mettre à osciller à son tour. Et ainsi de suite. Donc, il va y avoir une espèce d'effet domino qui va se faire. Ça, je vais être capable de mieux vous le représenter ici. Donc, j'ai une petite animation qui permet de mieux illustrer euh, la transmission d'une onde mécanique, ce qu'on appelle une onde longitudinale. Donc, ce que vous voyez aller ici, c'est des barres. Donc, vous voyez, il y a différentes petites réglettes bleues verticales qui sont là. Euh, les réglettes bleues, ben, ça pourrait être un plan d'atomes ou une rangée d'atomes. Et imaginez que vous poussez à gauche de l'écran. Imaginez que la ligne bleue, c'est une rangée d'atomes. Ben, que je
pousse avec ma main vers la droite cette rangée d'atomes-là. Je lui soumets une courte impulsion. Et là, vous voyez que les rangées d'atomes, ils oscillent de gauche à droite. Remarquez que les rangées d'atomes, chaque réglette bleue, ne se déplacent pas. Il n'y a pas de déplacement net. Okay? Par contre, elles bougent, elles oscillent, mais elles ne se déplacent pas. Donc, il y a une distinction à faire entre un déplacement et une oscillation. Donc, elles oscillent toujours autour de la même position fixe. Donc, elles vont à gauche, elles vont à droite, mais toujours autour du même point d'équilibre. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans leur oscillation, les barres se poussent. Elles se transmettent cette poussée. Elles se transmettent donc une force. Elles se transmettent l'énergie. Et ce qu'on remarque, lorsque vous avez la zone ici, donc vous voyez là à droite, là, il y a des zones de compression, donc des zones dans lesquelles les réglettes sont très rapprochées. C'est la zone de poussée. Et à l'inverse, vous avez des zones très dilatées, dans lesquelles les réglettes sont à la distance maximum. Donc vous avez des zones de compression qui sont intercalées par des zones de dilatation. Et là, ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se déplace. Ben, c'est pas les réglettes, c'est pas les atomes qui se déplacent. C'est l'énergie. C'est la poussée. Vous voyez, là, si on suit une zone de compression, la zone de compression ne oscille pas. Elle se déplace. Elle va de gauche vers la droite. OK? Même chose pour les zones de dilatation. Donc, ça, c'est une onde ultrasonore. Donc, c'est une succession de zones de compression et de dilatation. Euh, Si ces ondes-là étaient des molécules d'air, ben, à gauche, ce serait mes cordes vocales. OK? Mes cordes vocales dans ma gorge, qu'est-ce qu'elles font? Elles vibrent. Elles font vibrer ma peau et ma peau pousse les molécules d'air sur la surface de ma peau. Et les molécules d'air, ensuite, se poussent en s'éloignant de ma gorge, les uns sur les autres, tels que représentés sur l'animation, jusqu'à ce que, si vous vous imaginez à droite complètement, vous avez votre oreille. Donc, l'onde se rend à votre oreille. Vous avez à l'intérieur de votre oreille votre tympan qui vibre, qui transmet le son à des osselets et ensuite au liquide. Et là, vous avez tout un système organique qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ben, votre cerveau va être capable de détecter le son. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on voit qu'il y a un déplacement. On voit même, donc, qui dit déplacement dit vitesse de déplacement. Hein, on serait même capable là, de calculer la vitesse sur l'écran. Si je prenais une règle et un chronomètre, imaginez que la longueur du parcours est de 20 cm sur mon écran, à l'œil, 20-25 cm. Puis là, je me mets à chronométrer le temps que ça prend pour qu'une zone de compression puisse aller d'un bout à l'autre de mon animation. Ben, j'aurais la vitesse. Hein, mettons 25 cm. Là, si je calcule le temps que ça prend, mettons 15 secondes, ben 25 cm divisé par 15 secondes, j'aurais une vitesse que je pourrais, si je voulais, exprimer en mètres par seconde ou en kilomètres heure. Donc, une onde, ça a une vitesse, bien entendu. Et là, ce qui est important de savoir tout de suite, là, c'est que c'est la nature du milieu, okay, qui décide de la vitesse de propagation. Okay? Ça, je vais y revenir plus tard, là. Mais c'est vraiment la nature du milieu. Donc, si c'est du fer, du cuivre ou de l'aluminium, ben, si je fais des ondes, si je crée des ondes mécaniques comme celles que vous voyez à l'écran sur ces pièces-là, vous allez avoir trois vitesses différentes. Okay? Et on ne peut pas décider de la vitesse du son dans un milieu en particulier.
C'est pas un paramètre qu'on peut contrôler en ultrason. Là, ce que je fais, c'est que je vais changer un paramètre sur mon animation. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose de différent que vous voyez. Donc, ce que vous voyez de différent, là, donc si je reviens à l'original, donc je vais peut-être essayer de faire une pause sur l'animation. Essayer de voir comment je faisais ça avant la pause. Je ne serai pas capable de le faire ici, là. Donc, peu importe. On va y aller avec en mouvement. Je n'aurai pas le choix. Euh, à moins que je fasse une capture d'écran, mais là, bon, ça va être un petit peu trop fastidieux. Donc, vous remarquez que, vous voyez les zones de compression qui se suivent, là. On en voit presque toujours trois en même temps à l'écran, là. Ben, il y a une distance qui les sépare. Okay? C'est toujours la même distance, là. On pourrait la mesurer avec une règle, là, mettons à l'œil, à peu près 7 cm. Ben, ça, la distance entre deux points identiques, donc par exemple entre deux champs de compression maximum, ça s'appelle la longueur d'onde. OK? Et observez la barre rouge qui oscille, qui est mise en évidence par rapport aux autres, là, parce qu'elle, elle est peinturée en rouge. Ben, vous la voyez osciller comme toutes les autres. Elle fait toujours la même chose. OK? Donc, elle s'en va complètement à droite, revient au centre, complètement à gauche et revient au centre. Lorsqu'elle part du centre, s'en va complètement à gauche, ensuite s'en va complètement à droite et revient au centre, on dit qu'elle a fait un cycle. Ça, c'est un cycle. D'accord? Et le nombre de fois que la barre fait un cycle en une seconde ou dans un temps donné, c'est la fréquence. Donc, l'animation est marquée F moyenne. Donc, là, on est à une fréquence moyenne, par exemple. On pourrait calculer le temps que ça prend pour faire une oscillation complète, là. 1, 2, 3, 4 secondes, mettons. Si j'augmentais la fréquence, on remarquerait que l'oscillation, vous voyez la barre rouge, là, elle fait son cycle plus rapidement. Elle le fait, mettons, en 2 secondes. Okay? Elle fait ses allers-retours en 2 secondes. Vous voyez que c'est plus rapide. C'est ça la fréquence. Okay? Ça peut être aussi, il y a une autre façon de le représenter. Okay? Si je reviens à fréquence moyenne, okay? Et là je me mets complètement à droite et je compte le nombre de champs de compression qui sortent de l'écran. Mettons sur une minute. Okay? Donc je mets le chronomètre, je me donne une minute, puis je compte le nombre. Un peu comme compter des moutons, vous comptez des voitures sur la route. Quand vous voyez les voitures rouges, on les compte. Mais ici, on va compter le nombre de champs de compression qui sortent de l'écran. Donc, une, deux. Là, je fais ça là, pendant une minute. Fait qu'après ça, je me dis, bon ben, j'ai vu sortir 10 champs de compression en une minute. Ben, c'est ça aussi la fréquence. OK? Donc, dans un cycle complet, il y a un champ de compression et un champ de dilatation. Donc, quand je mesure un champ de compression, puisqu'il y a un cycle par champ de compression, ben, je mesure le nombre de cycles qui sort de l'écran. Et c'est ça une fréquence. C'est un nombre de cycles qui passe dans un espace donné, dans, dans un temps donné. Et là, si on regarde, mettons si je prends les deux extrêmes, je mets une fréquence très faible, puis je me fais à faire l'exercice, je compte le nombre de champs de compression qui sortent de l'écran en une minute. Donc, vous voyez, là, il y en a eu une depuis que j'ai commencé à parler. Là. Une deuxième. Ça va pas vite. L'autre, elle s'en vient. Là. C'est long. Une troisième. Bon, mettons sur une minute, là, j'en ai compté 6. 5 ou 6.
Tandis qu'ici, si j'augmente la fréquence, il y en a beaucoup plus, là. Donc, 1, 2, 3. Donc, la fréquence de sortie des champs de compression, c'est la fréquence. Ça correspond à la fréquence. Donc, vous voyez, vous avez une onde ici, dans un milieu donné, qui voyage à une fréquence plus élevée, et vous avez, dans le même milieu, une fréquence plus faible. Notez que la vitesse de propagation est identique. L'onde va à la même vitesse. Donc ça, c'est important. Et ça, je vais revenir là-dessus un peu plus en détail en regard de certaines formules mathématiques qui vont lier justement la fréquence, la vitesse d'une onde et la longueur d'onde. Ces trois paramètres-là d'une onde ultrasonore sonore sont imbriqués l'un dans l'autre, ils sont attachés ensemble, de sorte que si on connaît la vitesse d'une onde puis sa longueur d'onde, on en déduit la fréquence. Donc on peut, si on connaît deux des trois paramètres, on est capable de trouver le troisième paramètre. Là, je vais terminer ici pour la deuxième capsule, puis je reprends pour une troisième capsule.